Bonjour à tous, c'est Cap. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, sincèrement, hier soir, j'ai halluciné. J'ai halluciné hier soir sur BFM. BFM a organisé une émission où il donne la parole au public. Bon, bah, c'est très bien, c'est la base de la démocratie, c'est de donner un petit peu de pouvoir et un petit peu de parole au peuple et à la majorité. Et notamment une majorité qui plus est silencieuse. Et alors là, sincèrement, c'était évidemment sur actuellement les relations ukraino-russes, la position de la France, que doit-elle faire? Est-ce qu'on doit aller sur le terrain? Est-ce qu'on doit financer? Est-ce qu'on doit se retirer? Est-ce qu'on doit piquer dans l'épargne des Français? Oh là 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 là, tant de questions qui ont été mises face au public. Et alors là, j'hallucine quoi. J'hallucine parce qu'on va écouter le discours d'une dame qui s'appelle Macha. Alors là, non mais bon bah voilà, pour elle, c'est-à-dire que les jeunes doivent y aller, ils doivent aller au combat. Voilà. Donc nous on doit y aller quoi, pour elle. Et c'est marrant parce qu'à chaque fois ceux qui sont ceux qui sont pro-guerre et qui sont pour aller à la guerre, c'est toujours les gens qui ne sont pas aptes à aller à la guerre. C'est marrant. C'est comme marrant, tu sais, c'est les femmes, les vieux, les retraités, les inaptes, les handicapés. Et par contre les gens qui bossent, j'ai envie de dire, qui sont normaux en fait, qui sont normaux et qui sont justement actifs. Je ne dis pas que les autres ne sont pas normaux, mais tous ceux qui sont actifs, ben, ils sont pour ne pas y aller. C'est quand même assez marrant. On va s'écouter ça. On aura aussi d'autres informations. On a aussi Guénolé qui se fait humilier par Hanouna dans TPMP. Il est revenu dessus. On va regarder ça. Et puis voilà, BFM qui encourage littéralement les jeunes à aller à la guerre. Franchement, on a de l'actu qui déborde aujourd'hui. C'est parti. Pensez à la cohésion que constitue cette menace militaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, la France va s'aimer elle-même. Ils vont s'aimer. Regardez tous ces témoignages de jeunes qui sont au fond disposés à s'engager. C'est formidable ça. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. C'est quelque chose qui n'existait pas. On pensait qu'au loisir, aux vacances et aller à l'étranger se dorer la pilule aux Bermudes. Et ben maintenant, tout d'un coup, il y a un autre objectif qui va nous réunir. Et bon, et qui veut dire on s'achètera pas moins de pantalons, on achètera un seul au lieu de trois. Et on va peut-être dépenser l'argent autrement. Voilà. Moi, je vois ça de cette manière-là. Voilà, donc pour elle, ça me rappelle mon micro-trottoir hein, où j'avais demandé justement à un couple de retraités, où je disais, voilà, ce qu'il faut prendre dans l'épargne des Français, est-ce qu'il faut donner de l'argent à l'Ukraine? Et lui, il a dit justement, les jeunes et les Français doivent faire un effort collectif, c'est-à-dire, voilà, on doit se doucher à l'eau froide, on ne doit pas mettre le chauffage d'hiver, on doit arrêter de mettre la clim dans la voiture pour le peuple ukrainien. Parce que regardez, Poutine, il arrive. Voilà, et on voit bien que toute la propagande macroniste marche, c'est-à-dire celle de jouer sur la peur, de faire croire aux gens que Poutine va aller jusqu'à Brest, pour que les gens, par peur, se rangent derrière Macron, se rangent derrière la nation, et surtout soient mieux contrôlables par la peur, j'ai envie de dire. On n'est jamais autant mieux contrôlé que par la peur. Ça me rappelle l'époque de la picouse, là, souvenez-vous. Hein. Alors c'est pas tout, hein, on a aussi une journaliste qui traite un Français de porte-parole du Kremlin, parce qu'il est plus ou moins, on va dire, plus ou moins pas anti-Ukraine, mais regardez, vous allez voir. Tout l'argumentaire du Kremlin, c'est quand même assez intéressant. En fait, vous dites que l'arrivée au pouvoir en 2014 d'un président qui remplace Yanukovych et qui n'est pas un président pro-russe est un coup d'État organisé par les étrangers. C'est ça que vous dites. L'arrivée au pouvoir de Yatsenyuk, oui. Vous parlez des rebelles du Donbass comme s'ils étaient indépendants. Or, on a les Wikileaks qui montrent que c'est payé par Surkov, un oligarque, pardon, pas un oligarque, un technicien de la politique russe qui recrute des hommes du GRU pour aller former un bataillon séparatiste dans le Donbass. C'est pas un mouvement séparatiste local, ce sont des officiers du GRU. Ça fait 30 ans qu'on voit ça depuis la Géorgie, la Moldavie et l'Ukraine. Ils n'ont émergé pas que dans le Donbass, ils ont émergé dans d'autres régions d'Ukraine, notamment à Odessa, où les manifestants ont été brûlés vifs. Mais ça, c'est vraiment point par point le déroulé du Kremlin. Donc on a des enquêtes là-dessus, c'est Prospect et Project qui ont fait des enquêtes là-dessus, sur effectivement les morts de la maison des syndicalistes à Odessa. Mais c'est de la même manière que quand on nous parle des 14 000 morts du Donbass, dans les 14 000 morts du Donbass, il y a 8 000 morts de l'armée ukrainienne et 6 000 morts de l'armée russe. Faut que la parole tourne. Pas les habitants. Faut que la parole tourne. Vous avez pu répondre, Elsa.
Vous déroulez. Voilà, donc là, pareil, hein, c'est juste hallucinant. Hein. Donc, on a un type qui ose justement sortir un petit peu des sentiers battus en disant bon bah regardez, voilà, ce que fait l'Ukraine, c'est pas très juste. Et même si on veut rentrer, heureusement qu'ils m'ont pas invité moi, parce que j'aurais mis des red pills à tout le monde, tu vois. J'aurais balancé des piles rouges à tout le monde, tu vois. J'aurais mis des gifles dialectiquement parlant. Hein. Bah oui, non, parce qu'il faut comprendre que par exemple en Ukraine, regardez les intérêts de BlackRock. BlackRock a des terres en Ukraine. Et ce qui est marrant, c'est qu'on se rend compte que les États-Unis récemment, Donald Trump a acquis le canal du Panama grâce à BlackRock pour 23 milliards. Tu vois. Ça, ils ne le disent pas. Pareil en France, qui est le premier investisseur en Ukraine, c'est Xavier Niel. Xavier Niel, il a aussi des gros intérêts en Ukraine. Ça, il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Tout ça, il y a des intérêts stratégiques et économiques derrière. Mais pour cette journaliste aux cheveux blancs, elle ne comprend pas que derrière tout ça, derrière la fausse peur qu'essaie de nous envoyer Macron et son gouvernement en disant « Regardez, Poutine arrive, regardez !» Oui, mais derrière, attention, il y a un discours, il y a une logique, il y a des intérêts stratégiques et économiques. C'est pour ça qu'il faut regarder mon interview que j'ai fait avec Tomasovic sur ma chaîne il y a 2-3 jours, où il explique bien, lui, c'est un Français qui habite à Moscou, et vous explique ce que dit explicitement Poutine. Il vous dit, Poutine lui-même dit que Macron et toute sa clique de l'Union européenne jouent sur la peur pour nous soutirer justement de l'argent. Regardez avec l'épargne, aujourd'hui ils veulent piquer de notre épargne. Regardez avec tout ça. Ils veulent ensuite qu'on investisse massivement dans le réarmement. Ils veulent qu'on investisse partout. Alors qu'on a déjà une dette, mais on ne la remboursera jamais notre dette. Alors comment on fait maintenant pour payer les retraites? Sachant qu'on a de moins en moins de jeunes qui travaillent. Ah, il faut faire venir l'immigration. Ah, d'accord. Donc pareil, on va faire venir l'immigration. Mais est-ce que cette immigration elle veut vraiment travailler? Et pareil, à qui rapporte l'immigration? Et tout ça, vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on tire sur un bout de la ficelle, il y a toute la pelote qui vient se dérouler derrière nous. Et là, on se rend compte qu'en fait, ce n'est pas juste une histoire de guerre. Il y a une histoire économique, stratégique, d'intérêts financiers, de réseaux d'influence, etc. Et on se rend compte que tous nos dirigeants européens sont corrompus et justement travaillent pour des intérêts financiers. Et ça, le dire, voilà, si vous le dites, cette journaliste-là va dire que vous êtes un porte-parole du Kremlin. Vous imaginez? C'est comme n'importe quoi. Dès qu'on essaye de sortir un peu des sentiers battus, on vous traite soit d'antisémite, soit de raciste, soit de misogyne, soit de ceci, soit de cela. Dès que vous élevez un petit peu le débat, on vous traite et on vous étiquette d'une certaine manière à vous caser, à vous mettre dans une case pour que vous ne puissiez plus avoir la parole. Et ça, c'est vraiment dramatique, surtout dans le débat français. Donc pareil sur ce dernier extrait BFM et après on va passer évidemment à TPMP. Alors là c'est pareil, c'est une jeune femme. Alors BFM encourage l'engagement des jeunes Français dans la guerre. Une jeune femme démonte la propagande en 2 minutes en rappelant l'inversion des valeurs. Donc justement c'est une dame qui essaye de remettre un petit peu les barres sur les T et les points sur les I face à BFM qui fait de la propagande macroniste en disant bah voilà regardez la Russie arrive, il faut aller au combat. Hop 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 on y va. On lâche son téléphone, on lâche ses pantalons dernière génération et ses dernières Nike et on va au combat les amis. Voilà. Un nom de la tête quand on disait est-ce qu'on a bien fait de supprimer le service militaire? C'était plutôt un nom général, aussi avec votre discours, quand vous dites que pour avoir la paix, il faut faire la guerre. Non, préparer la guerre. Il faut préparer la guerre. Donc, moi je trouve qu'il y a... Prenez le micro général aussi. Non, c'est ce que nous apprend l'histoire, c'est simplement... Une leçon, c'est que quand on a été faible, eh bien, on est tombé sous la botte de régimes autoritaristes. D'accord. La liberté, ça le gagne. Pardon. Pour avoir la paix, il faut l'incarner. Et que je trouve qu'on est un petit peu dans un discours assez orwellien, c'est-à-dire que le sens des mots est inversé. Et je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle. C'est ce que je pense. Mais c'est-à-dire qu'on nous dit on nous dit toute la journée que l'Union européenne c'est la paix, etc. Mais en fait, oui, mais en fait, pour avoir la paix, on passe. C'est ce qu'Emmanuel Macron disait d'ailleurs lors de son allocution. Il ne parle pas de la paix, il parle d'un chemin vers la paix, qui passerait éventuellement par préparer la guerre et par la guerre. Et par se réarmer. Et par se réarmer, etc. Moi, je trouve que c'est un petit peu de la manipulation émotionnelle en fait, puisqu'on joue avec notre sentiment d'espoir de la paix. Et d'ailleurs, je pense que... Pourquoi personne ne veut parler de paix, en fait? Exactement. Pourquoi personne ne veut aller mener des pourparlers comme le font les Américains? Depuis tout à l'heure, depuis le début de l'émission, j'entends parler de « c'est génial », je sais plus qui a dit ça va faire rentrer de l'argent, etc. Je suis désolée, mais moi, je trouve que c'est un drame. Je trouve que la guerre, personne ne devrait accepter la guerre. J'ai vu le reportage, d'ailleurs, de Charlie.
ça m'a profondément touchée. Et moi, je suis contre les personnes qui sont prêtes à accepter une guerre sans pour autant la faire eux-mêmes. Et par exemple, pour revenir sur la question juste avant. Voilà, donc évidemment, elle a tout compris, hein, c'est ce que je viens de dire et c'est ce qu'on dit souvent sur cette chaîne-là, hein, c'est ce qu'on dit sur les réseaux de toute manière. C'est ça, c'est qu'en fait aujourd'hui Macron il joue avec une peur émotionnelle, il joue avec le fait que regardez Poutine c'est le méchant dictateur russe qui est du côté des Syriens, qui est du côté de l'Iran, qui est du côté de ceci, qui est du côté de la Corée du Nord, blablabla. Donc forcément c'est une nouvelle force hégémonique qui intervient dans le monde, c'est le but du monde multipolaire. Hein. Et aujourd'hui on nous fait croire qu'il y a des gentils, il y a des méchants, mais le monde c'est plus compliqué que ça. Il y a des gentils qui essayent de se battre contre certains méchants, tout comme il y a certains méchants qui se font passer pour les gentils, etc. etc. C'est plus compliqué que ça. Le monde n'est pas manichéen, le monde n'est pas binaire. Il n'y a pas juste les blancs et les noirs, il n'y a pas juste les gentils et les méchants, il n'y a pas juste les va-t-en-guerre et les pro-diplomates. Ça va bien au-delà de tout ça. Et ça, les médias ne veulent pas le faire comprendre. Et je pense qu'il y a une raison aussi. C'est parce que les médias y gagnent. Regardez qui subventionne les médias. Tous les médias, c'est les potes à Macron. Donc forcément, regardez, BFM fait bien son boulot en étant justement du côté de la politique macroniste et du discours de Macron, de ce truc-là, de va-t-en-guerre. Mais Macron, il n'a pas de gosse. Déjà, il n'a pas de gosse, donc il ne sait pas ce que c'est d'envoyer son gosse à la guerre. Lui, il s'en fout, il n'a pas d'enfant. Il s'en fout, le type, il sait que dans tous les cas, il ne sera pas réélu. Moi, c'est ça, ma théorie, c'est ça, c'est qu'en fait, Macron, il sait qu'il est fini. Il sait que plus personne ne va voter pour lui, il sait qu'il n'a plus aucune place, que même les teneurs financiers ne veulent plus de lui. Donc il se dit, voilà, quitte à perdre le pouvoir et à nous enrôler dans une guerre, on va y aller tous ensemble. Et là, on comprend maintenant ces discours-là, la bête de l'avènement, même le nom de son parti, Ensemble, tout ça, Renaissance. C'est ça en fait. C'est en marche. En 2017, c'était En Marche son parti. C'est en marche vers la guerre, en marche vers la mort, en marche vers l'incertitude, en marche vers la dépendance à la dette américaine. Tout ça, c'est Macron. Voilà ce que c'est Macron. Ça, c'est vraiment terrible. Alors, on passe ensuite à TPMP. Donc, dans TPMP, c'est une actu que vous avez peut-être déjà vue, mais je voulais comme la remettre parce que Guénolé s'est exprimé suite à cela. C'est le chroniqueur de TPMP, Thomas Guénolé, qui est un type de chez LFI globalement, c'est étonnant d'ailleurs qu'il soit à TPMP, a quitté le plateau alors que Cyril Hanouna lui a lancé La Ferme avant de revenir peu après. Alors là, franchement, vous allez vous marrer parce que le type, il devient complètement ahuri, il s'énerve contre Hanouna, puis finalement Hanouna dit oui, tais-toi, il dit oui, vous avez raison. Vous allez voir. La Ferme. Non, pas comme ça, pas La Ferme. Non, pas La Ferme. Si, c'est La Ferme, vous êtes sûr? Oui, La Ferme. Ok, salut. Merci, salut, merci, au revoir. Merci, au revoir. Vous ne me parlez pas comme ça. Qu'est-ce qui t'arrive? Vous venez de dire La Ferme, c'est grossier. Il y a des jeunes qui nous regardent, vous me parlez comme ça se fait pas. La Ferme, c'est insupportable. Quand je dis stop, c'est stop. Oui, là, c'est vrai, d'accord. Non, là, ok. C'est le chaos le plus rapide de l'histoire. Et me dites pas La Ferme devant tout le monde, il y a des gens qui regardent, ok? Moi, je fais un effort pour rester poli avec vous quand vous m'envoyez chier comme une merde. Vous ne me dites pas La Ferme, ça se fait pas. Non, mais je vous le dis parce que c'est gonflant. Je prends sur moi, vous arrêtez de me parler comme une merde. Ça se fait pas. La Ferme. Non. Oh là là, non mais franchement, vous imaginez le niveau de TPMP, les gars, vous imaginez? Est-ce que vous accepteriez, vous, que votre patron il vous parle comme ça? Franchement. Dites-moi votre avis, les amis. Dites-moi votre avis. Mais franchement, moi, c'est une des raisons pour lesquelles je hais le salariat. Malheureusement, on est tous obligés d'y passer. Mais franchement, aujourd'hui, le salariat, surtout le salariat en Occident, surtout en France, c'est ça. C'est pas aussi violent que ça, parce que là, c'est de l'animation, c'est du divertissement, etc. Puis Hanouna, c'est Hanouna. Mais c'est vrai que majoritairement parlant, le salariat, c'est vraiment cette forme complètement aliénatoire qui vous spolie de toute liberté et de dignité, quoi. Vous êtes obligé d'accepter la soumission au quotidien. C'est vraiment effarant. Alors, le fonctionnement de Hanouna avec moi sur TPMP, c'est tu as le droit de dire tout ce que tu veux sur mon plateau, mais j'ai le droit de te rentrer dedans si je pense que c'est une connerie. Voilà, c'est ce qu'il nous explique Guénolé. Je suis très heureux de participer à l'aventure de Touche pas à mon poste. C'est un vrai bonheur, c'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont le privilège, parce que c'est un privilège, d'aller au boulot avec le sourire aux lèvres. J'ai développé avec Cyril une vraie relation d'affection et d'amitié. C'était pas prévu, mais c'est quand même plus agréable de bosser avec un pote, bien sûr. Il y a le fait que c'est formidable d'avoir accès au plus grand mégaphone de France, parce que c'est quand même ça, TPMP. Et donc j'ai l'opportunité de plaider mes convictions avec une liberté d'expression assez extraordinaire. Quand je me retourne et que je reviens sur ce que j'ai pu exprimer librement sur le plateau de TPMP, et que je vois pendant ce temps ce qui peut arriver à quelqu'un comme Apathy, je me dis que je suis très content d'être sur TPMP où Cyril me rentre dedans
Oui. Oui, y compris brutalement, etc. C'est, de mon point de vue, et lui le voit comme ça aussi d'ailleurs, c'est-à-dire tu as le droit de dire tout ce que tu veux sur mon plateau, mais j'ai le droit de te rentrer dedans si je pense que c'est une connerie. Et à ce moment-là, est-ce qu'il y a de l'amitié? Parce que vous dites que c'est un pote, mais quand il y a un clash tel que celui qu'on a connu la semaine dernière, est-ce qu'à ce moment-là, il y a de l'amitié entre vous? Souvent, le public ne peut pas forcément voir un truc, c'est que Cyril a une double casquette qui est difficile à gérer, pour n'importe qui, mais qui est difficile à gérer, c'est qu'il est à la fois en train de réguler la distribution de la parole sur le plateau, mais il est aussi engagé lui-même dans la discussion. Et donc, dans certains cas, Cyril et moi, on est en train de se foutre sur la gueule, franchement, comme des boxeurs, sur le fait qu'on n'a pas le même point de vue. Et là, honnêtement, c'est du free fight. Bon. Mais Cyril a aussi le rôle de distribution de la parole, et quand il dit stop, en fait, c'est pas un stop sur les idées, c'est un stop sur la distribution de la parole sur le plateau. Et ce qui s'est passé jeudi dernier, c'est pour ça que je suis sorti, puis j'ai arrêté ma sortie et je suis revenu. C'est parce qu'il a dit, mais j'avais dit stop. C'est-à-dire régulation du plateau. Moi, j'avais réagi sur la ferme parce que c'est insultant. Et donc, moi, je lui ai dit, vous ne me dites pas la ferme, parce qu'on ne se parle pas comme ça, il y a des jeunes qui regardent. C'est important de montrer l'exemple sur la façon dont on se parle. Mais quand il a dit, mais j'avais dit stop, stop, et vous n'écoutiez pas, et c'est vrai, moi j'étais dans mon truc et vous étiez lancé dans vos idées. Je ne l'avais même pas entendu. Je ne l'avais même pas entendu. Et là j'ai percuté, et je me suis dit, oui, effectivement, sur la régulation du plateau, il a raison. C'est pour ça que je ne suis pas sorti d'ailleurs. Ouais, bon là, en fait, il explique un petit peu, oui, qu'en gros, il y a une régulation effectivement de la parole sur le plateau, mais je veux dire, lui qui dit oui, il faut montrer l'exemple aux jeunes, bah, je suis pas sûr que tu montres l'exemple aux jeunes quand ton patron te crie dessus et que toi, tu te soumets volontairement, quoi. Normalement, justement, si on veut faire améliorer les choses et peut-être faire véritablement d'ailleurs avancer les choses dans les entreprises, dans les relations entre le patron et le salarié, il faut avant tout qu'il y ait une entente et une entente cordiale, une diplomatie. Moi, c'est pour ça d'ailleurs que je suis un grand fan de l'Asie, notamment de la Thaïlande, parce que là-bas, dans les entreprises, le patron, il joue un petit peu un rôle paternel avec les salariés. Et ça se ressent tout de suite. Les gens quand vous allez dans les restaurants, quand vous allez dans les bureaux, quand vous allez dans les tailles entre eux, arrivent vraiment à se manager parce que voilà, le patron joue le rôle du paternel, il prend des nouvelles, il vous parle comme un pote. Alors c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle des farangs, des étrangers, donc globalement des blancs quoi, souvent qui ont du mal avec les salariés taille parce que ils font du management à la française ou à l'occidental. Donc quand le salarié fait une erreur, tu lui dis son erreur, sauf que le taille, tu lui dis pas son erreur. Le taille, il ne faut pas lui dire, sinon il se braque et en fait il part, il va trouver un autre boulot. Les tailles sont très impulsifs là-dessus. Et c'est pour ça qu'effectivement, je pense qu'on devrait prendre exemple sur eux. Je pense que les patrons et même ne serait-ce que les managers, parce que c'est comme au McDonald's, toutes ces petites filières américaines ou néo-modernes, disons, où justement c'est le manager est un petit patron maintenant. Alors qu'un manager, ça reste un manager, ça reste juste un mec qui a fait le larbin pour en arriver là où il en est. Et moi, quand je vois les managers, comment ils parlent aux gens dans les McDo, même dans toutes les petites entreprises, c'est les grosses entreprises comme McDonald's, c'est un truc de ouf de se dire que le mec se prend pour Bolloré, quoi. Le mec se prend pour un petit chef. Alors qu'en fait, t'es personne, mec. T'as juste un polo et un jean, quoi. Alors que les salariés, ils ont le gros t-shirt et la casquette McDo, mais sinon, tu n'as rien d'autre. Si, t'as peut-être un 0 de plus sur ton salaire, mais c'est tout. C'est tout, tu te prends pour qui quoi? Et en France, il y a vraiment un problème là-dessus, sur le salariat. Et là, on voit que Guénolé, il accepte ça, quoi. Il accepte ça et derrière, il nous dit oui, il faut montrer l'exemple aux jeunes. Mais tu ne montres pas l'exemple aux jeunes quand tu te soumets comme tu l'as fait, franchement. C'est regrettable. Lui qui en plus travaille à LFI, qui était à LFI, je ne sais pas s'il l'est encore. Je suis justement, il est censé représenter une gauche sociale, bien qu'à LFI aujourd'hui prend plus part pour le sociétal que sur le social. Une gauche sociale, c'est justement la défense des travailleurs, la défense des ouvriers, la défense des cols bleus, face aux cols blancs, face aux patrons. Les patrons qui se permettent justement de mal payer ou justement d'être pour l'immigration afin d'avoir des main-d'œuvre moins chères pour justement continuer de s'enrichir. Tout ça, c'est la gauche sociale. C'est le combat du social, même pas forcément de la gauche, du social tout court. Et Guénolé représente justement toute cette politique qui a renié le social au profit du sociétal pour enrichir des mecs comme Hanouna et Bolloré qui leur permettent de mal leur parler, qui leur permettent justement de réduire leur salaire parce que, ah bah oui, mais bon, c'est le système qui veut ça, etc. C'est la taxation, c'est ceci.
Mais ça, c'est déprimant. Et c'est pour ça aujourd'hui que la France fonce dans le mur. Et c'est pour ça qu'on retrouvera certainement jamais le plein emploi. Parce que d'un côté, on a toute cette nouvelle jeunesse qui ne veut plus travailler, qui ne veut plus de CDI, qui ne veut plus travailler à cause justement de la relation toxique entre le patron et le salarié. Et de l'autre côté, on a aussi les patrons qui n'arrivent plus à faire la différence entre les salariés et des esclaves, quoi. Aujourd'hui, quelle est la différence? Le salariat est une forme d'esclavage moderne. En réalité, c'est ça. C'est ça. Et ça, c'est vraiment terrible. Ça, c'est vraiment terrible. Tout ça, d'ailleurs, pour récupérer un petit salaire pour pouvoir consommer malléablement, quoi, hein. C'est ça, globalement, hein. C'est pour ton petit salaire, il te sert à consommer et à payer ton loyer. Il ne te sert même pas à quelque chose de plus grand et de plus… Enfin bref, on ne va pas dériver sur une discussion marxiste, mais bon, ça mériterait comme le coup. Donc voilà, c'était la petite actualité du jour. C'était Guénolé et BFM qui veut vous envoyer à la reggae. Donc voilà, moi je vous conseille les amis, vraiment faites attention à votre épargne, faites attention pour ceux qui sont parents, faites attention à vos enfants, qui ne se fassent pas avoir par la propagande parce que certains, on ne sait jamais, hein, vous savez, aujourd'hui on vous vend la guerre comme on vous vend un smartphone. Hein. Mais vas-y, va à la guerre, c'est stylé. Voilà, on te vend le côté stylé de la guerre. Tous les films de guerre, les jeux vidéo, Call of Duty, tout ça, en fait, on vous a vendu la guerre. On vend la guerre aux adolescents depuis tout jeune pour se dire mais c'est pas si grave que ça. Regarde, il faut que tu défendes ta nation, ta patrie. Mais en fait, quand tu vas à la guerre, tu ne défends pas ta nation, tu défends les industriels. Tu défends justement tu défends le grand patronat qui a besoin de la guerre pour que lui continue de faire marcher les affaires. Parce que vous vous doutez bien que si tu vas à la guerre, tu vas avoir besoin d'armes. Et qui c'est qui achète les armes? C'est la nation qui les achète à des grosses industries, notamment les lobbies industriels, militaro-industriels. Et justement, ces industries, pour marcher, elles ont besoin de la guerre. Et quand tu comprends tout ça, tu te rends compte que finalement, la guerre, c'est pas qu'une histoire de religion ou d'avis ou d'ego. C'est bien plus que ça. Il y a des intérêts économiques et stratégiques en jeu. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Abonnez-vous. Ceux qui veulent rejoindre à l'abonnement premium exclusif, devenez membre de la chaîne. Vous avez plein de vidéos bonus. C'est assez intéressant. Allez, rendez-vous dans quelques heures à demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis. Et surtout, sur mes ennemis.